Ils ont quelque chose à dire et bien souvent à écrire sur le monde professionnel et ses évolutions. Ils sont inspirants car ils éclairent le chemin d'un univers de plus en plus complexe, de plus en plus rapide et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre les tendances de fond, tenir le cap et progresser. Ils, ce sont les invités d'ASAP, le podcast qui décrypte le monde du travail. Vous avez des compétences rares qui peuvent intéresser les entreprises. Peut-être que vous êtes fait pour le freelancing. Je reçois dans cet épisode Alexis Minkela, qui est à la fois freelance, podcasteur avec Tribu Indé et auteur avec le livre paru chez Erol, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Nous allons voir dans cet épisode quels sont les piliers qui vont vous permettre de vous lancer avec succès. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Je m'appelle Alexis, j'ai 27 ans et je suis aujourd'hui freelance en copywriting pour des entreprises B2B plutôt tech. Donc concrètement, je les accompagne sur des sujets de conversion, d'acquisition liés au contenu, sur leur site internet, sur des pages de vente, sur des séquences email, etc. Ça, c'est une partie de mon job aujourd'hui. Je fais ça depuis 2 ans en tant que freelance à temps plein. Et puis moi, je suis freelance depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé mes premières missions lorsque j'étais étudiant. Et puis à côté de ça, je suis aussi le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, qui a aujourd'hui 2 ans et dans lequel je vais à la rencontre d'autres indépendants, d'autres créateurs pour un petit peu comprendre leurs clés de succès, leurs stratégies, ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont raté aussi pour pouvoir partager ça à un plus grand nombre et puis pour me permettre moi à titre personnel d'être aussi un meilleur indépendant. Et puis tout récemment, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, dont on a l'éditeur en commun et qui est sorti le 14 janvier 2021, là encore pour aller encore plus loin, pour accompagner d'autres freelances, d'autres indépendants, parce que je me suis rendu compte que en fait beaucoup se lancent dans le freelancing, mais assez peu finalement arrivent à en tirer un revenu décent. L'idée c'est pas de gagner 10, 15, 20 000 euros par mois, c'est pas l'objectif, mais rien que de dépasser déjà les 2 000 euros par mois. En fait, c'est pas si évident que ça. En trouvant des études, je me suis aperçu que la réalité était un peu plus noire que ce qu'on veut nous faire croire, notamment sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et donc, j'ai écrit ce livre-là dans une démarche plutôt de partager un peu tout ce que je savais, toutes les méthodes que j'avais à la fois testées moi, apprises, et puis que j'avais récupérées de tous les échanges que j'ai pu avoir à la fois dans le podcast et puis avant, puisque j'ai travaillé pour une plateforme de freelance que j'étais salarié, et de tout condenser dans un livre qui est sorti du coup cette année. Effectivement, 21 avril 2016, je suis encore étudiant. Moi j'ai fait une école de commerce et ce qui se passe c'est qu'entre ton master 1 et ton master 2 on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une année de césure, c'est une année de stage pour un peu découvrir le monde de l'entreprise et un peu plus affiner ce qu'on a vraiment envie de faire en sortie d'école. Moi globalement, pour te la faire très, très courte, quand je rentre en école de commerce j'ai un seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Je me dis que en fait le bonheur est très corrélé à l'argent et donc j'ai envie d'être heureux et donc je me dis pour être heureux il faut gagner beaucoup d'argent. Et donc partant avec cette hypothèse là, je me dis le meilleur moyen de gagner de l'argent quand je fais une école de commerce, c'est soit de partir dans le conseil, soit de partir dans la finance. Il se trouve que la finance, j'ai testé un petit peu d'audit dans un grand cabinet, dans un des Big Four à la Défense. C'était pas trop ma tasse d'été, donc je me dirige plutôt vers des sujets de conseil sur la transformation digitale, etc. Je travaille pour un grand acteur du monde ferroviaire. Et on est en avril, je suis dans ce cabinet de conseil là, je travaille pour cet acteur ferroviaire là, et en fait je me dis que ça va pas le faire quoi. Que je me projette pas vraiment, tu vois, je vais au boulot avec d'autres consultants qui sont très sympas, avec qui je m'entends très bien, le boulot est franchement loin d'être une torture, c'est hyper cool. Sauf que, tu vois, en fait, les managers qui sont avec moi ont globalement 10-15 ans d'expérience de plus que moi. Globalement, si je suis la même courbe de carrière, je serai à leur place dans 10-15 ans. Et en fait, je me projette pas, ça connecte pas, ça tilte pas à ce moment-là. Et c'est là que je commence, en 2016, à me poser un peu plus de questions. Le freelancing arrive un peu plus tard.
mais c'est là où je commence à me poser pas mal de questions, tu vois, sur des sujets d'entrepreneuriat et d'un peu de revoir mon plan de carrière, mon plan de bataille pour les prochaines années. Beaucoup d'études sur le freelancing sortent aujourd'hui pour te dire voilà pour comment les gens se sont lancés, est-ce qu'ils étaient salariés avant, est-ce qu'ils sont épanouis, etc. Mais généralement dans ces études-là, on parle pas vraiment du salaire, du niveau de revenu, qui est quand même, qu'on se le dise, le carburant de n'importe quel business. Qu'on soit freelance, une entreprise, peu importe, c'est bien de faire des choses qui nous passionnent, c'est quand même mieux de pouvoir en vivre et de pas galérer sur tes fins de mois. Et donc c'est hyper compliqué de trouver des études actuelles et actualisées sur le niveau de revenu des freelances et notamment des auto-entrepreneurs, parce que beaucoup, alors c'est pas une obligation, mais beaucoup d'indépendants démarrent notamment avec le statut d'auto-entrepreneur pour la simplicité de ce statut-là. Je suis retombé sur une étude de l'INSEE qui date de 2016-2017 et effectivement dans cette étude-là, en gros l'INSEE fait l'analyse que globalement tu as 7 indépendants qui ont le statut d'auto-entrepreneur sur 10 qui suppriment, qui arrêtent leur activité après 3 ans d'activité. Ça, c'est la première donnée, qui est quand même intéressante et importante de souligner. Et la deuxième, qui est encore plus intéressante, c'est que seulement 2% des personnes qui continuent après 3 ans d'activité passent au régime général. À l'époque de cette étude-là, le plafond d'auto-entrepreneur était de 33 000 euros sur la prestation de service. Donc globalement, en fait, quand on dépassait le plafond de 33 000 euros, quand on facturait plus de 33 000 euros par an, on devait créer une société, donc passer au régime général. Ce qui se passe, c'est qu'il y a seulement 2% des gens qui continuent après 3 ans, globalement, qui gagnent moins de 33 000 euros de chiffre d'affaires par an. Globalement, je te passe les calculs, mais tu as un tout petit peu plus de 2 000 euros de revenus par mois. Ce qui est finalement assez peu en fait. On se dit 2 000 euros, ça va, mais déjà c'est 2 000 euros après 3 ans d'activité. Et c'est 2 000 euros sans les protections sociales qu'on a lorsqu'on est salarié, sans les frais inhérents à je prends un bureau, j'achète du matériel, j'ai une couverture mutuelle, j'ai une assurance en responsabilité civile, etc. Tout ça fait que, en fait, 2 000 euros par mois après 3 ans d'activité, c'est extrêmement peu. Et ça, je trouvais que je touchais à un point, et ça a été toute la thèse du livre, en fait, d'expliquer comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui puissent pas en vivre correctement, sereinement, qui puissent développer leur activité, même après 3 ans d'activité. Et donc, c'est tout le paradigme du livre, et c'est vraiment le point de départ de tout ce livre-là que j'ai écrit sur 2020. Souvent on a l'image, tu vois, du freelance, on a un peu une vision biaisée du freelance et je le vois parce que mes amis, mon entourage y a pensé aussi. C'est d'un côté, en fait c'est soit blanc soit noir quoi. D'un côté c'est quelqu'un qui est extrêmement précaire, on pense à tous les chauffeurs Uber, etc. Et on se dit bah en fait c'est les mêmes choses mais dans le digital globalement, et donc on se dit tu vas galérer, c'est pas une bonne idée, reste dans le salariat. Et de l'autre, en fait, on a dans des reportages ou des journalistes qui partent à la rencontre de digital nomades, qui travaillent l'ordinateur sur les genoux sur une plage. Et si tu veux, ça c'est les deux gros opposés. La zone grise, elle concerne 90% des freelances qui en fait ont des emplois du temps comme des salariés qui bossent de chez eux, etc. Et donc, si tu mets en place les bonnes méthodes et que tu commences à développer ta propre activité, la question de l'argent, elle est intéressante parce que tu peux quand même gagner beaucoup plus vite, en tout cas beaucoup mieux ta vie que lorsque tu es salarié. Pourquoi ? Parce que une des raisons principales qui paraît évidente, c'est que tu t'es pas plafonné sur un chiffre d'affaires que tu peux facturer. Globalement, plus tu travailles, plus tu arrives à vendre, plus tu gagnes d'argent. C'est assez mathématique. Là où finalement le salariat, t'es augmenté de 3, 4, 5, peut-être 10% par an. Mais à part ça, c'est assez, tu vois, c'est un escalier que tu suis. Il n'y a pas vraiment de déviation que tu peux prendre. Donc en fait, tu peux aussi te lancer, notamment sur des métiers plutôt en vogue avec des compétences qui sont très demandées. Tu peux aussi beaucoup mieux gagner ta vie. Et donc, il y a aussi pas mal de freelances qui se lancent parce que pendant 3, 4, 5 ans, l'objectif c'est de travailler beaucoup, d'amasser beaucoup d'argent pour pouvoir, tu vois, lancer d'autres projets par la suite. Donc ça, c'est aussi une des motivations pour l'argent, même si moi, de mon point de vue, ça devrait pas être la seule motivation parce que, comme tu le disais, c'est pas aussi simple que j'ai des compétences et je vais les vendre à mes clients.
Je pense qu'effectivement, n'importe qui peut être freelance. C'est-à-dire que n'importe qui peut commencer à développer des compétences, soit en tant qu'étudiant, soit en tant que salarié à côté de son job. Développer des compétences que moi j'ai appelées rares et utiles, c'est-à-dire des compétences qui ont de la valeur pour ses clients, qui permettent de répondre à une problématique, à un besoin client, à un besoin d'une entreprise, et qui est suffisamment rare avec une combinaison de compétences pour justement te sortir un petit peu du lot et te différencier des autres indépendants qui se lancent en même temps que toi. Donc je pense que n'importe qui peut développer des compétences, peut se former à être freelance, parce que si tu veux, c'est pas quelque chose d'inné, c'est comme être entrepreneur, tu n'es pas en disant je vais être entrepreneur, ou alors il y a beaucoup de storytelling derrière. Donc je me dis que n'importe qui peut devenir freelance. En revanche, tout le monde n'aura pas l'énergie, l'envie, la motivation et la négation de se lancer à fond dedans et de résister parfois aux tempêtes, parce que ça prend du temps, tu vois, de lancer un peu la machine. Au début, c'est compliqué, tu as investi beaucoup de temps et t'as pas forcément de retour, et puis au fur et à mesure, tu vois, la courbe s'accélère. Donc c'est pour ça que je fais la différence entre n'importe qui peut devenir freelance. En revanche, tout le monde ne réussira pas à être freelance, parce que il faut de la méthode, il faut de la maîtrise, il faut des compétences, etc. Il y a plein de sujets dans le freelancing. Tu vois, il y a le positionnement, il y a l'offre, il y a ton personal branding. Je sais que tu as fait un épisode à ce sujet-là. Tu as la négociation client, tu as construire tes offres, négocier tes prix, rédiger des propositions commerciales, créer de la récurrence avec tes clients, t'organiser, etc. En fait, tous ces sujets-là, tu te rends compte que c'est plein de micro-sujets qui peuvent être mis dans des boîtes, et notamment 4 boîtes qui sont pour moi les 4 piliers que tu dois maîtriser en tant que freelance, et qui fait en fait la recette de tous les bons freelances. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est des points communs que je retrouve notamment dans tous les invités que j'ai pu avoir sur le podcast, et puis d'autres freelances avec qui je discute, qui sont freelances parfois depuis 5, 10, 15 ans, et qui ont d'une manière ou d'une autre développé ces 4 piliers-là au fur et à mesure. Le premier pilier, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement d'avoir des compétences qui sont rares et utiles. Ça, c'est intéressant, et c'est pour ça que j'y dédie un chapitre entier, et je parle vraiment de comment est-ce qu'on peut auditer ces compétences, parce que toutes les compétences qu'on développe à la fois en tant qu'étudiant dans nos études, mais aussi en tant que salarié, n'ont pas forcément de valeur pour des clients. Les clients ne sont pas prêts à acheter non plus toutes les compétences que tu peux développer, par exemple, sur la gestion de projet côté en entreprise. Donc ça, c'est le premier pilier, et c'est pour moi le pilier indispensable. Effectivement, si tu n'as pas de compétences et que tu commences à apprendre des compétences un peu sur le tas en même temps que te lancer en freelance, c'est pas impossible, mais c'est de rajouter un peu un nouveau challenge. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de te créer un réseau de partenaires stratégiques. En fait, la construction de ton réseau est quelque chose d'extrêmement important, parce que tu te rends compte que les meilleurs freelances, après 5-6 ans d'expérience, la plupart des missions, c'est beaucoup de recommandations, et ces freelances-là ont réussi à se créer une sorte d'écosystème, comme peut le faire une entreprise avec des partenaires. Et ben en fait, le freelance a créé des partenaires, soit d'autres entreprises, des agences ou d'autres freelances. Et donc ça, en fait, ça se travaille. C'est pas un truc inné qui arrive où les gens vont te contacter de manière naturelle. Et donc ça, c'est extrêmement important de t'entourer de partenaires stratégiques qui sont parfois des collègues qui ont les mêmes compétences que toi, ou alors des compétences, je dirais, complémentaires à ce que tu peux faire. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est ce que j'appelle moi la jauge de crédibilité. Globalement, je vais pas te faire un cours de comptoir de psychologie, mais comme n'importe quelle décision d'achat que toi tu fais en tant que consommateur, en fait ton client va te jauger lorsqu'il a besoin de faire appel à un freelance, un indépendant, ou de répondre à une problématique. Comme nous, en tant que freelance, on va jauger notre client pour savoir si c'est un bon client, si ça va être un bon payeur, si la problématique est suffisamment claire, si on a un client mature en face de nous. En fait, le client va faire exactement la même chose pour nous. Et donc, il va nous attribuer une sorte de crédibilité, inconsciente parfois, par rapport à ce qu'on lui a pu lui raconter, à notre niveau d'expérience, etc. Et donc, le but du jeu, c'est d'augmenter cette jauge de crédibilité sur son sujet, sur sa thématique, au fur et à mesure. Pareil, ça aussi, ça se travaille, c'est pas inné, et donc il y a des méthodes pour augmenter progressivement cette jauge de crédibilité. Et enfin, le quatrième pilier, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de vendre, et de maîtriser les compétences de la vente, parce qu'on pense souvent que en fait, être freelance, c'est avoir des compétences, mais la partie commerciale, elle est extrêmement importante, elle représente presque 50% de notre temps. Et c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'école de commerce ou qu'on n'est pas commercial qu'on va pas réussir à vendre. Moi, je suis quelqu'un de base d'introverti, j'ai jamais été commercial, je suis plutôt dans le marketing.
Et pourtant, ça ne m'empêche pas de vendre aujourd'hui, de négocier mes tarifs. Et donc, encore une fois, tout ça, la vente, ça s'apprend. On a une vision un peu cliché parfois de ce qu'est la vente. On pense à tous les vendeurs, soit en porte-à-porte ou par téléphone, qui nous harcèlent, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est à la fois assez simple quand on maîtrise les principaux codes. Et donc ça, c'est le 4e pilier, de maîtriser en fait les codes de la vente pour intéresser ton client et puis signer tes missions. Moi, je suis pas de l'école de demain le freelancing va être une révolution et 50% de la population sera freelance. Je pense pas il y aura de plus en plus de freelance, évident. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions d'indépendants de manière globale, donc pas seulement des freelances dans le digital, etc., mais il y a 3 millions d'indépendants. À mon avis, ce chiffre-là va continuer à augmenter. Il n'empêche que le modèle du salariat restera prédominant, et j'ai envie de te dire, c'est très bien, parce qu'en fait, sans salariés, sans entreprise, nous, on n'a pas de job, on n'a pas de mission, on n'a pas de clients, donc c'est très bien que ça marche comme ça. En revanche, effectivement, je trouve ça extrêmement intéressant de voir des modèles alternatifs, notamment, tu vois, de cumuler, par exemple, effectivement, une partie freelance et puis un modèle salariat. Pourquoi ? Parce que en fait, le modèle salariat a quand même plein d'avantages dont tu te rends compte une fois que tu sors de ce modèle-là, et notamment cette prévisibilité sur tes revenus, cette récurrence de revenus, globalement. Quoi qu'il se passe dans l'entreprise, si tout va bien normalement, tu touches ton salaire à la fin du mois. Et donc, tu vois, de pouvoir cumuler potentiellement un emploi un peu plus stable en ayant une base minimum de revenus et pouvoir expérimenter, tester avec un petit filet de sécurité, notamment avec le salariat, je trouve ça intéressant. Généralement, ce qui se passe quand même, c'est que cumuler les deux, il y a un moment où ça te travaille et que tu as envie de faire un choix. Et généralement, ce choix-là, il se porte plutôt sur te lancer en tant que freelance ou même créer une entreprise parce que tu as rencontré plein de problématiques clients. Et généralement, tu sais, on dit souvent que beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé des entreprises, qui ont structuré des équipes, etc., qui ont lancé des produits, ont aussi démarré en tant que freelance et ont détecté en tant que freelance des problématiques qui sont partis résoudre ensuite en entreprise. Donc tu vois, c'est aussi un bon terreau pour un bon bac à sable aussi si tu as envie derrière de te lancer sur des sujets plus start-up, entrepreneurial. Donc moi je suis hyper... je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir des modèles ou même de cumuler... par exemple, il y a plein de modèles aujourd'hui, notamment de ce qu'on appelle des entrepreneurs salariés qui font partie de coopératives ou qui font partie de un peu moins. Alors, le modèle de portage est un peu plus traditionnel, mais par exemple, le modèle de coopérative est extrêmement intéressant d'essayer de prendre ce qu'il y a de bien dans le salariat et dans le freelancing et d'essayer de cumuler les deux pour avoir une sorte de modèle hybride. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, ouais. Écoute, le freelancing pour moi c'est une aventure incroyable qui a changé quand même une partie de ma vie professionnelle et puis aussi personnelle. Ce que je trouve toujours dommage, c'est que ces changements de direction, tu vois, moi j'étais étudiant au démarrage, je suis parti dans le conseil, dans la finance, ensuite je suis parti plutôt dans des startups en tant que salarié, et puis j'ai migré vers du freelancing à temps plein. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces changements de direction là que je viens de te énoncer, ils arrivent toujours à un point où je me sens frustré, où en fait je suis un peu dos au mur et je me dis ok, c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que je peux faire, et ça je trouve ça un peu dommage, tu vois, et moi le premier hein, en fait, de pas avoir pris un pas de recul avant et de me dire ok, en fait est-ce que j'ai envie de me projeter pendant 5 ans, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, quelles sont les alternatives alors que je me sens bien dans ma situation actuelle, mais quelles sont quand même les alternatives, comment est-ce que je peux explorer autre chose, et ça je trouve que tu vois c'est encore dommage, même moi je suis encore jeune donc plutôt tu vois, même en école ou même en tant que salarié, il devrait y avoir un sujet d'éducation sur des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux modes de travail, parce qu'encore une fois, être freelance, c'est pas un métier, c'est une manière de faire le travail qu'on faisait potentiellement quand on était salarié. Et moi, je trouve ça intéressant parce que même les entreprises auraient à gagner à un peu éduquer ses managers, ses salariés sur qu'est-ce que ça veut dire être freelance. Pourquoi ? Parce que aussi en fait beaucoup de salariés travaillent de plus en plus au quotidien avec des freelances sur des projets. Et donc je trouve que on créerait un peu moins de scission parfois entre le modèle du salariat et puis le modèle du freelancing qu'on oppose souvent, où on se dit il y en a un c'est un peu l'ancien monde, il y en a un autre c'est la nouvelle révolution, alors qu'encore une fois les choses sont un peu plus complexes que simplement dire il y a les bons et les mauvais d'un côté quoi.
Je remercie Alexis d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'ASAP.